un jeune garçon jouait à un jeu en ligne mêlant RPG et stratégie sur son ordinateur. Même hospitalisé, il continuait à y jouer. Mais soudain, son corps s'alourdit et tout devint noir. Son esprit fut emporté, sombrant dans les profondeurs d'un océan imaginaire, jusqu'à ce qu'il se réveille brusquement dans une forêt au climat frais, sous un ciel couvert. Assis sur un trône de pierre, il vit s'avancer une femme qui s'adressa à lui comme si elle l'attendait depuis longtemps. Émergeant de l'ombre, le garçon la reconnut immédiatement. C'était Atulama Sinta, une elfe qu'il appelait roi. Le jeu auquel il jouait depuis son lit d'hôpital s'appelait Eternal Nations, un simulateur stratégique de type Dark Fantasy en four X, et son personnage préféré, celle qui se tenait là devant lui, n'était autre que cette elfe. Dès lors, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Devait-il se comporter comme le roi qu'elle prétendait qu'il était ?» Il était évident qu'elle le voyait comme le souverain de Minagra. Voyant sa confusion, la jeune femme lui sourit et dit « Tout va bien, Takuto. » Après tout, il avait vaincu le jeu en difficulté cauchemar en jouant avec ceux qui étaient considérés comme la civilisation la plus difficile. Minagra, un peuple en ruine. Grâce à cet exploit, Hera Takuto était devenue le joueur légendaire au sommet du classement mondial. Quant à Atu, elle se souvenait de chaque instant passé ensemble, de toutes leurs conquêtes, encore et encore. Il n'avait pas à s'inquiéter, elle savait exactement qui il était. En y repensant, Takuto comprit qu'Atu incarnait son propre style de jeu, peut-être parce qu'il avait toujours rêvé d'être aussi fort qu'elle. Les larmes aux yeux, il lui avoua à quel point il était heureux de pouvoir enfin parler à son personnage préféré. Elle lui répondit qu'elle ressentait la même chose. Takuto demanda si c'était le paradis, et si c'était elle qui l'avait emmenée ici. Mais elle expliqua qu'elle aussi était apparue là sans comprendre comment, et que ce monde n'avait rien d'un paradis. Non. Cela ressemblait étrangement à l'univers d'Eternal Nations. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle parla d'un miracle et déclara qu'elle était honorée de rencontrer son maître en personne. Puis, l'elfe s'agenouilla devant lui, prit sa main et l'invita à tout recommencer, rien que d'eux, pour bâtir ensemble un nouveau royaume. Aussi tentante que soit l'offre, Takuto restait déboussolé. Mais avec sa fidèle compagne à ses côtés, peut-être tenait-il là l'occasion de revivre ses jours glorieux dans un nouveau monde. Takuto appela donc sa servante afin de commencer leur voyage ensemble. Atu se présenta comme l'enfant né de la boue destiné à apporter la destruction au monde, déclarant que désormais son corps et son esprit appartenaient entièrement à son maître. En entendant ce discours théâtral, Takuto ressentit un profond malaise, frappé par une gêne aussi intense que si c'était lui-même qui avait parlé. Il réalisa à quel point il était plus difficile de prononcer de telles phrases dans la réalité que dans le jeu. Atu elle-même avoua que c'était un peu embarrassant pour elle aussi. Mais le roi décida de jouer le jeu. Il déclara que l'elfe était sa toute première et unique subordonnée, sa confidente, sa main droite. Et ensemble, ils allaient bâtir leur civilisation, connue pour sa cruauté impitoyable, mais aussi pour sa maîtrise exemplaire des affaires intérieures. Takuto demanda ensuite à sa servante quelle devait être leur première action pour Minagra, et en parfaite synchronisation, ils répondirent tous les deux « Allons nous cacher ». Takuto invoqua alors un éclaireur grâce à la production d'urgence. Sans tarder, une créature à longues pattes sortit d'un portail. Le spectacle était aussi impressionnant que répugnant. Même Atu détourna un peu les yeux. Mais Takuto se rappela que Minagra était une civilisation de modération, maniant le mal et la ruine avec subtilité. Il leur faudrait donc rester discrets dans chacun de leurs mouvements. Pour Atu, cela signifiait qu'ils devaient faire tout leur possible pour ne pas révéler leur véritable identité. Première étape. Le roi ordonna à l'insecte de partir en éclaireur sans se faire repérer. En le regardant disparaître dans les bois, Takuto réalisa qu'il pouvait voir à travers ses yeux. Cette invocation lui avait coûté ***** point de mana. Il lui en restait 100. Créer une base, leur premier poste d'opération, lui coûterait 20 de plus. Atu souligna que la production d'urgence était très coûteuse et qu'il valait mieux surveiller leurs dépenses. Takuto avoua qu'il voulait vraiment créer un guerrier pour assurer leur défense, mais cela consommerait tout son mana. En ce qui concernait les combats, l'elfe promit de faire de son mieux, ou plutôt, elle aurait aimé pouvoir le dire. En réalité, elle était bien trop faible pour l'instant, ce que Takuto comprenait parfaitement.
Atu Lamacinta était une unité héroïque qui gagnait en puissance au fil du temps, mais actuellement, sa force n'était que moins que celle de certains ennemis de base. En résumé, leur projet de bâtir Minegra était sérieusement compromis s'ils venaient à croiser Oua que ce soit de dangereux. En utilisant la vision de l'éclaireur, Takuto observa les environs. Une forêt, à perte de vue. Pour le moment, aucun monstre. Atu pensait que la forêt était un endroit parfait pour se cacher. Mais elle trouva étrange que l'insecte aux longues pattes n'ait croisé aucun animal sur son chemin. Pire encore, Takuto réalisa qu'il n'y avait absolument rien à manger. Tout. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était rester sur leur garde en espérant que quelque chose finirait par apparaître. Atu s'excusa de ne pas être plus utile, mais le garçon lui répondit que sa simple présence à ses côtés était plus que suffisante, ce qui fit briller les yeux de l'elfe de bonheur. En la voyant si émue, il se dit qu'il était vraiment difficile de remarquer ce genre de détails dans le jeu. Mais oui, la personnalité d'Atu était vraiment comme ça. Mettant cela de côté, à travers les yeux de l'éclaireur, Era Takuto découvrit bientôt une communauté d'elfes noirs non loin de là. Takuto expliqua que ce type d'elfe était généralement neutre, parfois avec une légère tendance au mal, ce qui, en vérité, le soulagea. Au moins, cela confirmait qu'il se trouvait bien dans le monde de Eternal Nations. Mais il y avait aussi un inconvénient. Si une autre civilisation s'était établie dans les environs, cela pouvait devenir très problématique. Éviter la guerre au début du jeu était essentiel. Leur priorité absolue était donc de trouver un endroit sûr pour s'établir. Mais avant cela, ils devaient surveiller les elfes noirs et rassembler plus d'informations sur la zone. Et si jamais les choses tournaient mal, ils n'auraient plus qu'à fuir. Soudain, comme pour illustrer ses craintes, un petit groupe d'elfes noirs apparut devant le trône de pierre où étaient assis les deux compagnons de Minagra. Plus tôt dans la journée, ce même groupe avançait lentement dans la forêt. L'un d'eux se tourna vers Jia, leur chef, et lui dit qu'il devrait simplement quitter ces terres maudites. Il n'y avait plus aucune raison de rester dans ces bois, mais Jia lui rappela qu'ils avaient déjà été exilés de leur patrie. Ils n'avaient nulle part où aller, et honnêtement, leurs enfants ne survivraient pas bien longtemps dans ces conditions. Vu la densité de la végétation, il devait bien y avoir de la nourriture quelque part. Une elfe prit la parole pour signaler que, à la lisière du territoire inexploré d'Hydarajia, s'étendait cette vaste forêt maudite, les terres maudites. Tous les livres affirmaient qu'une entité maléfique y avait été scellée autrefois, et quelle qu'elle soit, elle n'aurait jamais permis à la vie de prospérer. Jia écarta cette idée d'un revers de main, disant à Emily que ce n'était que des superstitions. Les arbres poussaient pourtant très bien, preuve qu'aucune malédiction n'était à l'œuvre. Sur ce, le chef insista. Personne ne devait abandonner maintenant, pas à un moment aussi critique. Et il rappela à tous que leurs esprits fiers et les âmes de leurs ancêtres les guideraient à travers cette épreuve. Malgré ces paroles pleines d'assurance, Jia ne pouvait nier que la forêt était terriblement inquiétante. Mais qu'il y ait une malédiction ou non, ce n'était pas une excuse pour fuir. Son peuple avait encore de l'espoir. Tant qu'ils avaient encore des forces, trouver de la nourriture restait la priorité. C'est ainsi que la bande d'elfes noirs tomba sur les deux fondateurs de Minagra, assis sur le trône de pierre. À leurs yeux, Era Takuto n'était rien d'autre qu'une silhouette obscure et sinistre, une vision si terrifiante qu'elle fit transpirer Jia de peur froide. Convaincu qu'il se trouvait face au mal incarné et conscient que ses actions pouvaient décider du sort de toute sa race, Jia prit sur lui et s'avança. S'inclinant devant la silhouette sur le trône, il présenta ses compagnons comme des membres du clan Mazoram. Il déclina son propre nom, Jia, chef de leurs guerriers, et s'excusa d'avoir pénétré dans la forêt sans la permission de ceux qui semblaient être le maître des lieux. D'un air glacial, Atu Lamacinta reconnut que cette fée noire comprenait réellement la gravité de l'intrusion, mais il voulait connaître les raisons qui les avaient poussés à venir ici. Jia expliqua que leur clan vivait autrefois à Hydarajia, mais qu'ils avaient été persécutés et contraints de fuir dans la forêt. Il tenta de raconter toute leur histoire, mais Atul lui demanda de faire court, ce qui rendit Jia de plus en plus nerveux, de peur de commettre une erreur qui mettrait son peuple en danger. Au milieu de tout cela, Takuto fit remarquer à quel point les elfes noirs semblaient amaigris, et Jia admit, le cœur lourd, qu'il n'avait encore rien trouvé à manger en ces lieux. Sincère dans ses paroles, l'elfe noir se demandait pourquoi son clan devait endurer tant de souffrances,
alors qu'il ne cherchait qu'un endroit paisible où vivre. Sortant de nulle part, le supposé maître de cette forêt ténébreuse lui tendit une poignée de pommes. Takuto précisa qu'elles étaient délicieuses si on les découpait en forme de lapin. Jia n'avait jamais vu un fruit pareil auparavant, et il se demanda s'il serait impoli d'en goûter un sur le champ, mais le reste de son groupe avait trop faim pour s'en soucier. Ils croquèrent dans les pommes, un sourire se dessinant sur leur visage lorsque la saveur sucrée et juteuse envahit leur bouche. Mais ce n'était pas tout. Takuto ouvrit un portail et distribua aussi des poires. Jia s'inclina encore plus bas, expliquant qu'il y avait d'autres personnes comme eux qui s'étaient aussi réfugiées dans ces terres, y compris des enfants affamés et chétifs. Alors, au lieu de manger sur place, Jia demanda la permission d'emporter les fruits pour les partager avec les autres. Takuto l'écouta, touché par leur détresse, et leur donna encore plus de nourriture. Cette fois avec du pain, des légumes et des herbes fraîches. Témoin de ce qui semblait être un miracle, Jia repensa à la manière dont les elfes noirs avaient toujours été méprisés comme des parias rejetés par la lumière, à peine tolérés grâce à la clémence des prétendues fées de lumière. Marqué par le mépris, son peuple avait été contraint de vivre dans l'ombre, et jamais personne ne leur avait tendu la main dans leurs heures les plus sombres. Submergé par une telle puissance et une telle miséricorde, Jia du clan Mazoram Oessa enfin posait la question. Qui était donc cet être assis sur le trône? Pendant ce temps, au campement des elfes noirs, ceux qui n'étaient pas partis faisaient de leur mieux pour supporter la faim qui hantait la communauté. Puis soudain, le groupe de ravitaillement revint, leur chef affichant un large sourire, porteur de la meilleure nouvelle imaginable. La famine était enfin terminée. Grâce à toute cette nourriture, la joie se répandit dans tout le village, et Jia observa la scène, profondément satisfait. Quand on lui demanda comment il avait réussi à trouver autant de provisions, il répondit simplement qu'il était tombé dessus par hasard, tout en gardant en tête la silhouette inquiétante des rats Takuto. Plus tard dans la nuit, alors que le village dormait paisiblement, Jia était assis près d'un feu de camp. Le vieux Moltar, l'aîné du clan, s'approcha pour féliciter le chef de son action. Moltar dit qu'il avait vécu une longue vie, mais que jamais, en toutes ces années, il n'avait vu des fruits aussi étranges et délicieux. Jia admit qu'il n'en avait même jamais entendu parler, et c'est justement pour cela que le vieil homme voulait savoir ce qui avait conduit le clan Mazoram à vivre de telles circonstances si particulières. Prêt à révéler la vérité, Jia déclara qu'il avait rencontré un être légendaire au plus profond de la forêt. D'après Emle, il existait une légende parlant d'un être scellé dans les terres maudites. Moltar en resta stupéfait, se demandant si le groupe d'expédition avait rencontré le roi de la ruine, une figure mentionnée, au moins en partie, dans les anciens livres et récits. Lorsque le monde atteindrait sa limite, le roi de la ruine apparaîtrait, apportant dévastation et chaos, forçant l'humanité à repartir de zéro. Même si personne ne pouvait affirmer avec certitude que cela arriverait un jour, il était tout aussi impossible d'affirmer que cette légende n'était qu'un mensonge. Jia, pour sa part, n'avait jamais entendu le nom de cet être, mais il devait admettre que son apparence terrifiante correspondait parfaitement au titre de roi de la ruine. Cet être dépassait l'entendement, mais il avait au moins un serviteur capable de clarifier partiellement ses paroles, quoi qu'il en soit. Même s'il n'existe aucune certitude sur l'identité véritable de cette entité, Moltar sent au fond de lui que cela n'annonce rien de bon. Maintenant que son estomac est plein et qu'un peu de son mana a été restauré, l'aîné perçoit clairement que cette forêt est loin d'être normale. Il se demande si Jia n'aurait pas donné quelque chose à cette entité en échange de la nourriture, mais le chef insiste. Ce n'est pas le Kea. Moltar n'y croit pas une seconde. Il soutient que le roi de la ruine ne ferait jamais une bonne action sans attendre quelque chose en retour. Mais Jia jure qu'il n'y avait aucun prix, aucune condition. Selon lui, cela ressemblait vraiment à un acte de miséricorde de la part de cet esprit. Sa grâce, comme l'appelle Jia, avait vu la situation désespérée dans laquelle se trouvait le peuple elfe noir et leur avait montré de la compassion. En entendant cela, l'aîné Moltar s'emporta, furieux que Jia puisse désigner le roi de la ruine par l'expression « sa grâce », et commença à soupçonner que le chef du clan Mazoram était tombé sous l'emprise de cette entité. C'est alors qu'une violente dispute éclata entre ces deux piliers de la communauté. Jia insiste sur le fait qu'ils doivent le plus grand respect à celui qui a nourri leur peuple alors qu'ils étaient au bord de la famine.
En réalité, il retourne la question à l'aîné. Qu'aurait-il fait, lui, en présence du roi de la ruine? Mais même Moltar ne parvient pas à formuler une réponse. Il finit donc par s'excuser de son emportement envers le plus valeureux guerrier de leur tribu. Désormais, déclare-t-il, en tant que chef des elfes noirs du clan Mazoram, il prendra personnellement en main les relations avec le roi de la ruine. Après tout, Moltar a vécu pendant 2 siècles. Il est persuadé de pouvoir trouver une solution. Au final, ce que souhaitent ces 2 chefs, c'est simplement que leur peuple retrouve la paix. Pendant ce temps, du côté des prétendus fondateurs de Minagra, Atu réprimande son maître pour avoir gaspillé autant de mana afin de nourrir les elfes noirs, lui rappelant qu'ils doivent commencer à bâtir leur propre nation, ce qui implique de conserver la magie. Takuto, un peu penaud malgré son geste généreux, avoue qu'il a plus que jamais besoin de sa compagne. En entendant cela, Atu abandonne aussitôt son ton sévère pour adopter une attitude étrangement amoureuse et soumise. Comme si un simple mot gentil de son maître suffisait à la faire fondre complètement. De son côté, Takuto déplore son incapacité à communiquer correctement avec les elfes noirs. Peu importe ses efforts, les mots ne sortaient tout simplement pas. Atu avoue qu'elle pensait qu'il jouait simplement les maîtres mystérieux, de ceux qui détestent les longs discours et laissent leurs subordonnés gérer les détails. Mais la vérité, c'est que ce garçon n'a jamais été très doué pour s'exprimer. Honnêtement, il ne l'était déjà pas dans sa vie précédente, et ce n'est pas maintenant qu'il allait soudainement devenir un orateur charismatique du jour au lendemain. Takuto rappelle immédiatement l'insecte pour qu'il lui fasse son rapport, et lorsqu'il apprend que les elfes arrivent, il espère simplement qu'ils prendront le reste de la nourriture qu'il leur avait préparée la veille et partiront en silence. Il avoue être anxieux, car lorsqu'il est stressé, il a du mal à s'exprimer correctement, et il doute de pouvoir négocier avec les elfes noirs. Atu lui propose alors de s'occuper de la négociation à sa place, précisant que cela montrera en plus aux elfes noirs que son roi n'a même pas à s'adresser à des gens comme eux. Peu après, Molter et Jia arrivent. Le vieil elfe salue Takuto avec une formule de politesse digne d'un générateur automatique, le remerciant d'avoir nourri son peuple. Il demande alors à connaître le nom de celui qui les a aidés, et, après avoir obtenu l'autorisation de Takuto, Atu le leur révèle. Il s'agit du roi de la ruine. Les 2 elfes noirs restent sous le choc, leur crainte confirmée. Atu leur dit alors de prendre la nourriture et de s'en aller rapidement, car elle ne durera pas longtemps de toute façon. Cependant, Molter déclare qu'il souhaite rendre l'appareil à Takuto pour sa bonté et demande ce qu'ils peuvent lui offrir en retour. Atu répond sèchement qu'il ne possède rien qui pourrait satisfaire son roi, alors autant ne pas essayer. Elle leur demande s'ils ont quoi que ce soit qu'ils considèrent encore comme ayant de la valeur. Molter hésite, conscient qu'il ne leur reste rien de tel. Atu lui lance un regard glacial en voyant son hésitation, le soupçonnant de manigancer quelque chose. Pris de panique, Molter balbutie, et Takuto comprend que la négociation prend une très mauvaise tournure. Il appelle soudainement Atu pour discuter de leur approche. Cela énerve Atu, qui lui reproche d'être trop indulgent. Elle affirme que CS2 perdants ne savent même pas négocier correctement et qu'à ce rythme, ils ne feront que devenir des obstacles sur son chemin. Elle suggère de tous les tuer et de planter leur tête sur des pics autour de leur base. Mais Takuto lui demande d'arrêter de se comporter comme un certain peintre autrichien. Il lui explique que les elfes veulent juste coexister pacifiquement avec eux et qu'ils veulent les remercier pour cette raison. Il propose alors qu'ils les laissent payer comme ils le peuvent, au lieu de leur donner de la nourriture gratuitement, car cela permettra de maintenir une bonne relation avec eux. Atu ne peut pas contredire cet argument, et annonce alors aux elfes que son roi a décidé d'accepter leurs offrandes. En voyant le soulagement sur le visage de Molter, Takuto et Atu comprennent tous deux qu'il était aussi nerveux parce qu'ils voyaient en Takuto une incarnation typique du mal. Atu le réprimande pour cela, mais elle se retrouve ensuite hésitante quant à ce qu'elle devrait demander en échange de la nourriture. Soudainement, Takuto a une idée. Il lui dit de demander aux elfes des informations sur le monde extérieur. Molter est ravi d'entendre cela et jure de raconter à Takuto tout ce qu'il a vu et entendu à l'extérieur, dans les moindres détails. Atu ajoute que, une fois cela fait, lui et sa tribu devront quitter la forêt immédiatement. Cette déclaration choque profondément Jia et Molter. Ils expriment leur désir de continuer à vivre dans la forêt, sous la clémence de Takuto,
mais Atu leur ordonne d'arrêter d'être si gourmands s'ils tiennent à leur vie. Jia tente de protester, mais Molter le fait taire, affirmant qu'ils doivent obéir aux ordres du roi. Alors qu'ils commencent à se retirer, Takuto ressent soudain un malaise à l'idée de les avoir expulsés. Il a alors une autre idée et propose à Molter et Jia de devenir ses citoyens. Tous deux sont stupéfaits par cette offre, mais pas autant qu'Atu, qui s'exclame en demandant à Takuto ce qu'il est en train de faire. Il lui rappelle le système des réfugiés dans le jeu qui permet d'intégrer différentes espèces en tant que citoyens. Il explique que, puisque les elfes noirs sont une espèce neutre, ils s'adapteront facilement à l'attribut maléfique de leur royaume et pourront coexister avec les autres espèces qui y résident. Atu reste sceptique, car les espèces affiliées au mâle ont souvent des conflits entre elles. Takuto lui rappelle que leur espèce principale, les homoncules, ressemble à des humains démontés puis mal remontés et qu'il leur est impossible de passer tout leur temps avec eux. Atu approuve aussitôt, rien qu'à l'idée de ces créatures qui lui donnent la chair de poule. Elle se tourne alors vers les deux elfes et leur annonce que Takuto prévoit de fonder un royaume ici et qu'il est prêt à les accepter comme citoyens s'ils jurent de le servir. Molter, surpris, demande ce qu'il adviendra d'eux s'ils acceptent. Atu lui répond clairement qu'ils deviendront des êtres maléfiques. Mais elle leur dit que c'est bien plus amusant qu'ils ne le pensent d'être du côté du mal. Peu après, Takuto et Atu se dirigent vers le village des elfes noirs, où tout le monde est prêt à les accueillir. Cependant, tous sont terrifiés à la vue de Takuto, et certains des plus faibles s'évanouissent en l'apercevant ne serait-ce qu'un instant. Takuto prend place sur son trône, Atu à ses côtés. Celle-ci annonce aux elfes noirs qu'ils vont désormais devenir les citoyens de leur royaume, Minagra. Elle demande une dernière fois à Takuto s'il est sûr de sa décision. Et dès qu'il donne son accord, les elfes sont officiellement intégrés au royaume. Atu les félicite chaleureusement, car leur survie et leur sécurité sont désormais garanties par leur nouveau roi. Jia, perplexe, se demande si c'est vraiment tout, car il ne ressent rien de différent alors qu'il est censé être devenu un être maléfique. Mais soudain, il regrette ses paroles, car une haine intense surgit en lui, et chez les autres elfes aussi. Leurs pensées se tournent vers ceux qui les ont persécutés et opprimés, et une soif de vengeance les envahit. Les deux elfes normaux qui les accompagnent s'inquiètent en voyant cette transformation. Voyant la souffrance de tous, Takuto leur demande s'ils vont bien. Jia, profondément ému par le fait que quelqu'un se soucie enfin de lui et de son peuple, laisse couler ses larmes. Les elfes noirs acclament Takuto en pleurant d'émotion, et lui-même est secrètement bouleversé par cette réaction. Quelques jours plus tard, Takuto reçoit de Molter une carte du continent et s'évanouit aussitôt après l'avoir regardée. Atu, inquiète, lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit de regarder la carte et de constater par elle-même la position de départ désastreuse qu'ils occupent. Ils se trouvent sur un continent où deux grandes civilisations puissantes sont déjà établies. L'une d'elles est le Saint Royaume de Kalia, une nation humaine qui vénère le dieu Arlos et qui suit un alignement fondamentalement bon. L'autre est Elna, l'Alliance des élémentaires, où vivent les elfes qui adorent la nature. Eux aussi sont du côté du bien. Atu panique alors, réalisant que si ces deux puissances découvrent leur royaume, elles n'hésiteront pas à l'anéantir. Elle s'évanouit à son tour aux côtés de Takuto, mais celui-ci finit par se calmer, affirmant que tant qu'ils ne sont pas découverts, ils auront le temps de devenir plus puissants. Il explique que, dans le jeu, leur espèce principale, les homoncules, est particulièrement stupide, ce qui empêche toute avancée dans la recherche. Mais désormais, avec les elfes noirs à leur côté, les choses devraient aller bien mieux de ce côté-là. Peu après, les elfes noirs viennent lui rendre visite, et cette fois, Jia est accompagnée de son assistante Emily. Il présente Emily à Takuto comme une véritable intello, très instruite sur les autres royaumes, et qui pourra l'aider bien plus qu'eux. Atu leur annonce que le roi est satisfait de leur dévouement, puis déclare qu'ils vont désormais se voir confier des rôles importants, comme le souhaite Takuto. Elle commence par nommer Molter, responsable des affaires internes du royaume, précisant qu'elle fonde de grands espoirs en lui, surtout depuis qu'elle a appris qu'il maîtrisait également la magie. Ensuite, elle nomme Jia chef des guerriers de Minagra, lui confiant la mission de bâtir une armée puissante capable de défendre leur territoire. Le recrutement des soldats est laissé entièrement à sa discrétion,
ce qui enthousiasme Jia, qui s'exclame qu'il tuera tous leurs ennemis et exposera leur tête comme trophée. Takuto, quant à lui, est déjà écœuré par cette déclaration. Il déclare que la guerre est barbare, et Atu explique à un Jia perplexe que leur roi préfère la paix, chose qu'il devra garder à l'esprit. Cela ne fait qu'embrouiller davantage le guerrier elfe, qui ne comprend pas pourquoi le roi de la ruine aimerait la paix. Molter en profite pour se moquer de lui, puis se lève aussitôt en disant que, contrairement à Jia qui n'a que des muscles et pas de cervelle, lui saura se rendre utile. Jia prend cela pour un défi, et il assure à Takuto qu'il est jeune et fort, donc capable de travailler plus longtemps sans se reposer. Atu, quant à elle, ne comprend pas qu'ils sont simplement en train de rivaliser pour attirer l'attention de leur grand méchant papa, et elle croit sincèrement qu'ils sont juste des bourreaux de travail. Elle demande à Takuto s'il devrait leur confier une mission de collecte de ressources, mais il suggère plutôt de leur ordonner d'embellir le terrain et de construire quelques maisons. Atu transmet immédiatement cette consigne à Molter, lui demandant de rassembler assez de bois pour bâtir des habitations tout en laissant la forêt largement intacte. Molter répond qu'il s'y mettra sans tarder, car les elfes noirs sont à l'origine des habitants des forêts. Takuto leur demande ensuite de reboiser les zones qu'ils auront défrichées, ce qui trouble les elfes car ils ne connaissent pas ce terme. Takuto comprend que leur civilisation n'est peut-être pas assez avancée pour saisir le concept de reboisement, alors il leur demande s'ils connaissent la magie militaire ou les 6 éléments majeurs. Molter dit qu'il ne connaît que les 4 éléments principaux, et Emily affirme qu'elle n'a jamais entendu parler d'un pays utilisant la magie militaire. Takuto et Atu réalisent que ce monde est bien plus primitif qu'ils ne le pensaient, mais en fait, c'est une bonne chose car une fois qu'ils auront fait progresser leur technologie magique, ils pourront rapidement surpasser les autres nations. Atu explique alors que reboiser signifie faire pousser de nouveaux arbres à la place de ceux qui ont été abattus, et les elfes noirs disent qu'ils pratiquent cela aussi, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie pour accélérer la croissance. Atu ajoute que le reboisement utilise les 6 éléments majeurs pour faire pousser rapidement les arbres, puis elle attribue soudainement cette découverte à Takuto, bien que ce soit un gros mensonge. Elle ne cesse de vanter Takuto, disant qu'il a créé les fruits uniques qu'ils ont mangés plus tôt et que le raisin est son fruit préféré. Emily confirme les propos d'Atu en disant qu'elle a essayé de planter des graines de raisin et que certaines pousses ont déjà germé. Cette nouvelle surprend Takuto, qui ne pensait pas qu'il serait possible de cultiver quoi que ce soit ici. Cependant, il comprend vite qu'il pourrait créer des fruits venus de la terre grâce à la magie, ce qui signifie qu'il pourrait aussi créer d'autres choses. Il teste sa théorie en créant une pièce de monnaie et réalise qu'il peut fabriquer de la poudre à canon et d'autres inventions scientifiques, ce qui lui permettra de faire avancer sa civilisation beaucoup plus rapidement. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Qualia, les choses commencent à s'agiter également. La Sainte Solina mène un groupe de chevaliers vers les contreforts enneigés pour éliminer des monstres qui menacent les villages voisins. Dès qu'elle aperçoit les gobelins foncer droit sur elle, elle pointe son bâton vers eux et les réduit en cendres grâce à sa flamme sacrée. La flamme sacrée disparaît ensuite dans les nuages après avoir anéanti les monstres, et lorsque la lumière du soleil touche la terre calcinée, des fleurs y éclosent. Le capitaine des chevaliers explique à ses hommes que le pouvoir de Solina brûle les créatures au cœur maléfique et fait naître à leur place un champ de fleurs. C'est grâce à elle, ajoute-t-il, qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec les elfes. Peu après, Solina informe le cardinal qu'il devrait envoyer des paladins vers le sud, car elle a récemment eu un présage annonçant un grand mal dans la forêt maudite. Mais le cardinal refuse. Cette forêt, dit-il, se trouve à l'extrémité du continent, et il lui faut l'autorisation des hautes instances pour déployer des paladins aussi loin. Solina le menace. Si personne n'est envoyé, elle s'y rendra elle-même. Le cardinal tente de résister, mais finit par céder. Il promet d'envoyer les soldats qu'il est capable de mobiliser de son propre chef. Au même moment, Takuto et Atu sont occupés à développer leur territoire, en commençant par la construction de maisons destinées aux elfes noirs. Une salle du trône temporaire a déjà été érigée autour du trône de Takuto, et ce dernier est impatient d'y organiser des réunions et des conseils avec les citoyens importants de son royaume. C'est alors que Malter, Jia et Emle arrivent. Atu leur annonce qu'ils doivent immédiatement débuter leur première réunion du conseil. Mais avant cela, Emle remet un cadeau à Takuto, une tenue qui le fait ressembler à un jeune garçon efféminé.
Takuto est ravi de la recevoir, car ses anciens vêtements étaient devenus sales et il remercie chaleureusement les elfes pour leur présent. Cependant, les elfes ne remarquent aucun changement visible dans son apparence, mais ils font confiance à Atu lorsqu'elle leur affirme que Takuto est splendide dans l'habit qu'ils ont préparé. Cela réglé, elle donne le signal du début de la réunion. Mais Takuto est bien trop occupé à s'extasier sur lui-même. Atu décide donc de poursuivre la réunion sans lui et de le consulter seulement si un avis est nécessaire. Takuto accepte volontiers cette organisation. La réunion commence alors et Malter pose la première question à Atu. Quel type de bâtiment devrions-nous construire en priorité? Elle lui répond qu'il devrait commencer par des installations de production alimentaire, puis elle sort une plante à l'apparence inquiétante qui sera leur principale source de nourriture pour le moment. Les elfes sont immédiatement dégoûtés en voyant la plante et demandent à Atu ce que c'est exactement. Elle leur explique qu'il s'agit de la plante de chair, une espèce unique à leur civilisation. Cette plante est capable de produire une viande au goût proche de celui de la chair humaine, tout en étant très nutritive. Les elfes sont choqués d'entendre cela et répliquent qu'ils ne mangent pas d'humains, mais Atu les rassure en précisant que la plante de chair n'est qu'une solution temporaire et qu'ils disposeront bientôt d'autres types d'aliments. Elle ajoute ensuite qu'il faudra également construire des entrepôts et des cabanes de gestion pour accompagner les fermes, et Emil se propose aussitôt pour prendre en charge cette tâche. Atu enchaîne alors avec le point suivant de son programme, la recherche, car l'acquisition de technologies avancées est cruciale pour les petites nations comme la leur. Malter lui demande sur quel domaine ils devraient concentrer leurs efforts, et elle lui répond qu'ils vont se spécialiser dans la magie technologique. Takuto est visiblement très enthousiaste à cette idée, et Malter, en tant que mage, promet de faire de son mieux pour l'impressionner. Il demande ensuite à Atu quel type précis de magie technologique ils doivent explorer, et elle lui parle de magie militaire. Elle explique que la magie offensive standard ne peut cibler qu'un petit groupe d'individus à la fois, tandis que la magie militaire avancée est capable de détruire des cités entières, voire de modifier le terrain à leur avantage. Atu lui ordonne donc de rassembler les elfes doués en magie et de commencer les recherches sans tarder. Malter est surexcité à l'idée de créer des sorts qui n'existent pas encore dans ce monde. Ensuite, Atu aborde le sujet de la stratégie militaire, ce qui enthousiasme Jia, car c'est enfin à son tour d'intervenir. Cependant, Takuto le coupe immédiatement. Il ne souhaite pas investir trop lourdement dans l'armée pour l'instant. Atu renchérit en disant que maintenir une armée coûte très cher, surtout en temps de paix, car elle ne produit rien en retour. Jia proteste, soulignant qu'ils ne sont pas encore assez forts pour assurer la protection de leur roi et qu'il faudrait donc renforcer leur puissance militaire. Malter appuie son propos en rappelant que lui et Jia, en tant que leaders des elfes noirs, ont tous deux une prime sur leur tête. Le royaume pourrait être attaqué à tout moment. Takuto comprend leurs inquiétudes et prend une décision inattendue. Au lieu de bâtir une armée, il va créer un héros pour défendre le royaume. Atu approuve l'idée, affirmant que créer un héros est certes coûteux, mais que ces derniers ne nécessitent aucun entretien, ce qui les rend parfaitement adaptés à leurs besoins actuels. Les elfes, intrigués, demandent ce qu'est exactement un héros. Atu leur explique alors que les héros sont des êtres d'une puissance exceptionnelle qui servent directement sous les ordres du roi. Il existe certaines conditions spécifiques pour invoquer différents types de héros, mais elle est confiante. Ils pourront bientôt invoquer leur tout premier héros. Takuto, lui, est tout simplement surexcité. Il songe alors à l'importance du mana dans ce monde, puisque pratiquement toute action requiert cette énergie magique. Or, un royaume ne peut accumuler du mana que par le biais de ses habitants. Plus les gens sont heureux, plus ils génèrent de mana. Takuto se jure donc de faire de son royaume l'endroit le plus joyeux de toute la planète. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Kalia, un jeune paladin nommé Lonius a été choisi pour faire partie de l'équipe d'enquête envoyée dans la forêt maudite. Un paladin vétéran du nom de Virtel l'accompagne. Ce dernier adore passer le temps en agaçant Lonius, beaucoup trop rigide et formel à son goût. Virtel ne peut s'empêcher de se plaindre. Envoyer une équipe d'enquête aussi réduite, 2 paladins et quelques mercenaires, est une décision absurde selon lui. Il estime que l'Église devrait prendre plus au sérieux la prophétie de Solina. Lonius est d'accord,
Mais il sait aussi qu'on ne peut jamais deviner ce que les hauts responsables de l'Église ont en tête. Il comprend bien une chose, si la mission réussit, les récompenses seront grandes. Mais si elle échoue, il portera sûrement toute la responsabilité. De retour à Minagra, Takuto inspecte les progrès de sa jeune civilisation. Il ressent une étrange nostalgie. Il a vu cette phase initiale des civilisations des milliers de fois à travers un écran, mais c'est la première fois qu'il la vit directement, de ses propres yeux. Emel l'accompagne pour une visite des lieux. Elle lui explique que les elfes noirs ont une préférence pour les maisons perchées dans les arbres, mais que leur construction est lente en ce moment, car la priorité est donnée aux arbres de chair. Heureusement, les arbres de chair poussent bien, et les infrastructures de gestion et de stockage ont déjà été bâties. Emel ajoute ensuite qu'ils ont découvert une source d'eau douce à proximité et qu'ils testent actuellement s'il est possible d'en extraire l'eau. Quant à la recherche magique, Molter et les autres mages travaillent d'arrache-pied dans le tout nouveau bâtiment dédié à la recherche. Takuto est ravi d'apprendre tout cela, et encore plus en découvrant que les elfes prennent d'eux-mêmes des initiatives, comme la recherche de sources d'eau. Il est sincèrement heureux de voir que les elfes, qui semblaient si épuisés lorsqu'ils sont arrivés, affichent désormais des visages sereins et souriants. Lorsqu'il le fait remarquer à Emle, celle-ci se met soudain à pleurer de joie. Takuto panique un peu en la voyant fondre en larmes, mais Emle se ressaisit rapidement et reprend la visite avec calme. Elle les conduit ensuite, lui et Atu, vers la ferme des arbres de chair et leur explique qu'avec les outils que Takuto leur a fournis, ils peuvent espérer une première récolte très bientôt. Elle les mène ensuite à la fameuse source d'eau découverte par les elfes. Cependant, en approchant, elle remarque que l'ambiance a radicalement changé. L'eau est devenue sombre, presque noire, et Emle se montre déçue, pensant qu'elle n'est désormais plus utilisable. Avant qu'Atu ne puisse la détromper, Molter et Jia arrivent à leur tour pour inspecter la source. Eux aussi jugent que l'eau a l'air impropre à la consommation. Mais Atu, sans hésitation, en boit une gorgée et leur affirme que cette eau est parfaitement potable. Elle leur explique ensuite que si l'endroit semble désormais lugubre et obscur, c'est parce qu'il est devenu une partie intégrante de Minagra, grâce à une fonctionnalité appelée le territoire maudit. Takuto demande alors aux elfes de respirer profondément. À leur grande surprise, ils sentent soudain leurs esprits s'éclaircir et une énergie nouvelle envahir leur corps. Atu poursuit ses explications. Le territoire maudit confère des avantages aux créatures d'alignement maléfique et impose au contraire des malus aux êtres d'alignement neutre ou bon. Mais comme les elfes noirs font désormais partie de Minagra, ils sont considérés comme des êtres maléfiques. Ainsi, cette eau ne leur est non seulement pas nuisible, mais leur est en réalité bénéfique. Jia décide alors de boire à son tour pour confirmer les paroles d'Atu. Après avoir bu, il confirme qu'il se sent mieux. Atu conclut en affirmant que, bientôt, toute la forêt fera partie du... Cependant, Takuto trouve que cela pourrait poser problème. Le territoire maudit est bien trop voyant. Molte acquiesce, expliquant que lorsque toute la forêt sera plongée dans cette obscurité surnaturelle, leurs ennemis pourront facilement les repérer. Jia en profite pour relancer son idée de former une armée, mais Atu et Takuto le rassurent une fois encore. Ils prévoient bel et bien de faire appel à un héros. Molter admet alors qu'il ne comprend toujours pas très bien ce qu'est réellement un héros. Atu décide donc de lui enseigner par l'exemple. Soudain, des tentacules sombres surgissent de son dos, abattant sans effort les arbres alentours. Lorsqu'ils disparaissent, elle révèle calmement qu'elle est elle-même un héros. Et même si elle ne possède actuellement que 1% de sa puissance totale, elle est déjà capable d'anéantir des armées entières. Takuto, fier de son allié, annonce aux elfes stupéfaits que les héros sont vraiment extraordinaires. Ils deviennent plus forts avec le temps, même sans rien faire. Mais il change vite de sujet et reproche gentiment à Atu d'avoir coupé des arbres juste pour faire une démonstration. Il lui demande de nettoyer le désordre plus tard. Les elfes, eux, sont profondément impressionnés par ce qu'ils viennent de voir. Ils déclarent que Takuto doit être un être exceptionnel pour être servi par des subordonnés aussi puissants. Ils décident alors de construire un palais digne de lui. Takuto tente de les en dissuader, expliquant qu'il n'a pas besoin de ça pour le moment. Mais les elfes refusent catégoriquement que leur roi habite dans des maisons semblables aux leurs. Atu soutient leur initiative, précisant que bâtir un palais contribuera aussi au bonheur du peuple. Finalement,
Takuto cède, leur donnant son accord. Il plaisante en disant qu'un jour, il aimerait avoir une forteresse volante, mais qu'en attendant, un palais classique fera parfaitement l'affaire.